Quel parcours que celui de Didier Leschi quand même. Ce sera assurément l'expression que vous emploierez d'ici une petite demi-heure. Alors pour ne rien spoiler, laissons notre homme se présenter lui-même, puis changer sous nos yeux, avec ou sans filtre. C'est là que ça se passe. Ah oui. Ah là là, oui. Et oui, oui. Bienvenue dans votre vie, Didier Leschi. Ah oui, 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 oui. On va la retracer cette vie à travers les photos marquantes. Venez par là. Ouais. Les photos marquantes, Ouais. c'est un peu celle-là, non? Ah oui, ça, je suis tout petit, là. On est où, là? Ah, on est en région parisienne. Eh oui. Vous vous êtes né? Oui, je suis né dans le 13e arrondissement. Et là, on doit être peut-être du côté de la Porte d'Orléans, où habitaient mes grands-parents maternels. Vous êtes né en 1959. En avril 59. Quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que vous... Ah, c'est- Vous êtes né à Paris parce Alors, que je votre sais pas. papa, qui est originaire du village d'Hérault, hein, Oui, il est venu à Paris, lui, oui, pour être prof de sciences naturelles, de science, oui. de sciences. Oui, Et il a fait une rencontre là-bas. voilà, il a rencontré ma mère là-bas. Et c'est là que ça se passe, regardez. Voilà. Oui, ça c'est le mariage de... Ça c'est leur mariage, ça c'est mon père et ma mère. Voilà. Ouais. Mais votre père, en fait... Donc ça c'est avant ma naissance. Hein. Oui, exactement. Mais très peu de temps après votre naissance, en fait, vos parents vont se séparer. Oui, moi j'ai jamais connu mes parents ensemble en fait. Ouais. Voilà. Il va y avoir le traumatisme un peu de la guerre, c'est ça? Il y a la guerre d'Algérie qui passe par là. Voilà, mon père part faire la guerre d'Algérie, voilà, ce que ma mère n'apprécie pas. Et donc ils vont se séparer et en fait je ne les ai jamais connus ensemble. Ah, carrément, vous les Non. avez jamais connus ensemble? Non. Je les ai Et même pour cause. jamais vus ensemble en réalité. Ah oui. Ouais. Et pour cause, c'est que, justement, Enfin oui, Très rapidement. fugacement si vous voulez. vous n'avez quoi? Vous avez 7 ans quand on vous envoie... Vous avez quel âge quand on vous envoie là? Ah non, quand on m'envoie en Corse, je suis beaucoup plus jeune que ça. Oui. On m'envoie en Corse, je dois avoir 4-5 ans. 4-5 ans. Oui, Vous arrivez chez vos grands-parents, là on est au village, hein? oui. Là, on est au village. Voilà, mes grands-parents. On me confie à mes grands-parents. Vous restez par période. ni avec votre maman, ni avec votre papa, Voilà. vous allez chez vos grands-parents. Oui, qui est quelque chose qu'on connaît dans les familles quand même. Hein? Ah ouais. Du reste, je n'ai pas vraiment le souvenir de mon arrivée en Corse, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je sais que c'est vers 3-4 ans. 4-5 ans en fait. Et là, vous vous retrouvez dans cette grande maison là qu'on voit Cette derrière. grande maison et qui était la maison un peu de tournante du village, puisque c'est là aussi où il y avait la mairie, puisque mon grand-père était déjà maire. Hein, La preuve ici, justement. voilà, la preuve ici avec Jacques Chirac, puisque mon grand-père, il va avoir le plus long mandat de maire de France, en C'est fait. du XXe siècle, hein, parce qu'il va Ouais. être maire de 1925, je crois même. Hein. 25, oui. J'ai dit 25 jusqu'à 95. Oui. Et là, en fait, il est à la mairie de Paris parce qu'il reçoit une décoration pour Voilà. ça, justement. Pour le long mandat de maire, il va recevoir une décoration. Et là, vous avez ma cousine qui l'accompagne. C'est un homme qui va presque mourir centenaire, d'ailleurs, hein, je crois. Hein. Il va... 101 ans. 101 ans, voilà, 101 ans. Ouais. 101 ans. Voilà. 101 ans, il a fait la guerre de 14. Voilà, il a participé un peu à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une forte personnalité, très connue, un peu austère. Hein, c'était pas un garçon facile. Hein. Ah bon? Les deux n'étaient pas faciles. Hein. Mes grands-parents étaient ma grand-mère était assez rigide et mon grand-père était aussi... les Corses un peu taiseux, vous voyez, Mais ça parlait pas beaucoup à table, hein. ça parlait pas à table, non. Justement. Surtout les enfants. Surtout les... Eh bien, Voilà. allez-y, passez à côté. Par vous parler, je vous retrouve de l'autre côté. Oui, Vous vous retrouvez là, justement, vous, dans ce Oui. petit village. C'est la plus petite commune de Corse, Hérault. Hein. oui, la plus petite commune de Corse, et là, c'est un retour de chasse au sanglier, ça. Ouais, et vous êtes là? Oui, Parce que vous allez rester de 3 jusqu'à 10 ans, quand même. Hein. oui, c'est très rural. C'est très, c'est la vie villageoise. Là, vous voyez ces hommes qui ne parlaient que corse entre eux, du reste. Là, je les reconnais un peu de dos. Et donc, c'est un retour de chasse. Hein. Vous voyez le chien là qui attend un peu. Et donc, on est en train de
de dépecer le sanglier, de se le partager. Et c'était une vie... vraiment, c'était la vie villageoise rurale. Avec des personnalités. Oui, des personnages. là, vous avez quelqu'un en voie de dos, Amédée, qui n'était sorti qu'une seule fois du village. Il avait fait la guerre en Syrie. Et puis après, il était revenu. Et la seule chose qu'il avait connue, c'était la Syrie et le village, quoi. C'était assez étrange. Il ne parlait que le corse, du reste, ou très mal le français. Hein. Et il avait des chèvres. Et donc, j'allais avec lui au Boudial, comme on disait, pour aller traire les chèvres avec lui. Voilà. Avant de filer, Ouais. eh ben, on va y aller. Tiens, Ouais. venez. Parce que quand vous avez 10 ans, Oui, votre père vous récupère. oui, c'est ça, oui. Oui, 10-11 ans, ouais. Mon père me récupère, oui. Ouais. Mon père se remarie et... Il se remarie avec une Italienne, mais qui vous accepte pas trop non plus, finalement. C'est compliqué. J'ai mis cette photo toute exprès façon, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, les familles recomposées. C'est compliqué. Oui, mais avec ce papa-là aussi, quand même, un petit peu, c'est les relations. Ah oui, c'est pas simple, oui. Non, c'est sûr. Bon, d'abord, je le connaissais pas un peu. Enfin, je le connaissais un peu, mais j'avais surtout été élevé par mes grands-parents. Voilà. Et puis, je vais arriver dans la ville, quoi. Ouais. Et ça va être compliqué pour moi aussi. Et surtout que lui, en plus, dans les années 70, fin des années 70, il va arrêter son métier Alors de lui, prof. non, il l'a arrêté avant. En fait, il va quitter l'éducation nationale en 68. Ouais. Voilà, il va quitter l'éducation nationale et il va faire un retour, Un retour à la terre. Ouais. un retour à la Corse, en tout cas Ouais. définitif, en 77-78. Exactement. Voilà. Il va d'abord aller vers Sagone, il va ouvrir un traiteur là-bas, au Moulines, Oui, et au puis après Moulines. il va venir sur Ajaccio. Oui, Tous les Ajacciens connaissent la pâtisserie Dolce Piacere. Voilà. C'est votre papa qui le fait. voilà. Mais vous serez loin de là. Oui, Vous moi, serez loin de ça. Oui, moi je suis loin de ça. Je ne Vous n'êtes pas là. Et on va voir où vous êtes. justement. je ne participe pas de ce retour. donc. Exactement. Allez, Non. venez, on va voir où vous êtes pendant ce temps. Ouais. Et oui, vous, pendant ce temps, pendant que votre papa fait des pâtisseries, Voilà. enfin même avant en fait, vous baignez dans ce monde-là. Oui. Oui, tout à fait. Donc Pierre Auvernay, qui a été assassiné devant les portes des usines Renault en mars 1972. Et vous avez là une manifestation qui concerne la guerre du Vietnam. Ce sont les dernières manifestations de la guerre du Vietnam. Et c'est une manifestation à laquelle je vais participer qui a été assez violente du reste en janvier 73, puisque l'objectif que nous avions, c'était d'attaquer l'ambassade des États-Unis, place de la Concorde. D'où ça vous vient cet objectif, Didier? Là, vous avez quoi? Vous avez 14 ans, là, en 1973. J'ai pas encore 14 ans. Vous n'avez pas encore 14 ans. Oui, j'ai pas encore 14 ans. Vous voulez dire d'où ça me vient cet engagement? D'où ça vient que ça vous touche en tout cas. Vous avez... Alors, il y a l'ambiance dans le lycée qui est très marquée par l'extrême gauche. On ne se souvient pas, mais l'extrême gauche donnait le la dans les lycées, un peu comme en musique. Et puis, moi, je suis dans une ambiance familiale où je me sens pas très bien. Et du coup, les groupes militants sont des groupes très fraternels. Et donc, du coup, je rentre dans cette fraternité et voilà. Il y a aussi l'époque où je lis La condition humaine de Malraux, qui m'a beaucoup influencé, en fait. Oui, tout ça. Donc vous baignez là-dedans, et Oui. comme vous dites, vous lisez bien sûr, mais vous ne vous contentez pas de lire. Oui, bien sûr. Voilà, oui, ça c'est... Vous manifestez aussi. Oui, ça c'est les manifestations lycéennes de 1973. On voit Benjamin Stora, qui est resté un ami que je connais depuis cette époque, même si on n'était pas dans la même organisation, celui avec la moustache. Et moi, je suis un peu derrière, en fait, parce que chaque lycée organise des services d'ordre.
et on est tous casqués. Et c'est des manifestations qui peuvent se terminer de manière assez violente. Là, on n'est pas très loin de la place de la République, en fait, j'ai le sentiment. Mais inversement, vous êtes très violent, mais on est très violent à votre égard aussi au lycée. Ah oui, la oui. société, j'ai Ah envie oui, de dire. Et on ne se souvient pas, mais on était... moi, dans mon lycée, les policiers sont rentrés, enfin, les CRS matraquaient tout le monde. Oui, il y a un rapport à la violence où on se défend, en fait. Vous vous défendez, sauf que vous êtes viré du lycée, vous, non? À cause de ça? Moi, j'étais exclu plusieurs fois du lycée, oui. Ouais. Oui. Les militants étaient exclus du lycée, oui. Mais je vais atterrir dans un lycée qui était spécialisé un peu... Il y avait 2-3 lycées dans Paris où, à un moment donné, on mettait les militants d'extrême gauche, où on les réinscrivait. Et moi, ça va être le lycée Turgot. Voilà, Mais sauf qu'au lycée, vous n'allez pas y rester longtemps, finalement. Hein? Alors, après oui, en fait, je vais avoir il y avait une autre méthode pour essayer de nous casser, en fait. Casser, exactement. C'était ce qu'on appelait les réorientations sanctions. Voilà. Et donc, moi, on va me réorienter vers un CAP. Au départ, d'horlogerie, mais je vais réussir. Biomécanique, non? C'est ça? Et après, de mécanique, en fait, de micromécanique. En micromécanique, vous n'y arrivez pas. Hein, c'est intenable. Le monde ouvrier, vous apercevez que c'est intenable. C'est-à-dire que les enseignants d'atelier étaient très très durs. Donc moi, j'y arrive pas et je vais lâcher. Vous allez lâcher. Et ouais. On va vous retrouver. Voilà. Et je vais partir en formation d'imprimerie. On m'avait donné le choix entre l'imprimerie et l'école d'apprentissage de Renault. Je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai choisi l'imprimerie pour des raisons liées au fait qu'il y avait une militante que je trouvais assez jolie qui était aussi dans l'imprimerie. C'était une raison aussi. Hein. Voilà. Et c'est comme ça que je passe dans l'imprimerie, c'est à Colombes. Ouais. Et derrière ça, j'ai mis cette photo. Vous êtes en voyage, mais j'ai mis cette photo, effectivement. Et là, on n'est pas très loin du mont Arara. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que vous partez avec les militants et avec ces militants d'extrême gauche, on peut dire que vous avez vraiment trouvé là une deuxième famille. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Ah oui, c'est sûr. Oui. Mais là, il se passe quelque chose quand même. C'est-à-dire que c'est une ambiance... D'abord, moi, j'habite plus chez mes parents depuis plusieurs années déjà, en 78. Cette famille vous sauve parce que ça vous donne un cadre... Indéniablement, l'extrême gauche, moi, m'a donné un cadre, oui. Bien sûr. Quel cadre? Un cadre structurant, un cadre qui m'a empêché de dériver... C'était en même temps une école de formation, si vous voulez, une école de formation intellectuelle. Il y avait une certaine rigueur. Vous étiez au courant de tout ce qui se passait dans le monde? On était au courant, on était très attentif à tout ce qui se passait dans le monde. On apprend aussi notre temps à regarder en espérant que le moindre sursaut d'un mouvement social à travers le monde allait être le signe que vraiment... la révolution avance. Voilà. Bon, mais en 78, elle commence un peu à reculer pour des raisons diverses. Mais justement, est-ce que c'est votre mouvement qui vous dit il faudrait retourner un petit peu à l'école pour un peu les éduquer? Alors là, j'ai fini l'apprentissage dans l'imprimerie. Ouais. Et donc, l'idée, que c'est d'une certaine manière, je continue à militer dans la jeunesse. Et donc, on me dit, il faudrait que tu t'inscrives... et que tu passes le bac. Donc je vais m'inscrire pour passer un bac en candidat libre. En candidat libre. Voilà. Et donc j'aurai mon bac en candidat libre. J'aurai de très bonnes notes au bac. Voilà. Et c'est parce que j'ai des très bonnes notes au bac qu'il y a un proviseur plutôt sympathique, du reste, qui va accepter de m'inscrire en Hippocagne. C'est-à-dire, en fait, dans une formation qui est dans un lycée. C'est la revanche, là. Alors, moi, à l'époque, je ne le vis pas comme une revanche, je le vis comme ça me facilite les choses, puisque ça me permet en même temps d'avoir une formation scolaire, une sorte de rattrapage. L'Hippocagne, c'était pour moi une rattrapage puisque je n'ai pas fait de première et de terminale. Et en même temps, ça me permet de continuer à militer dans la jeunesse. À la fac, vous continuez de militer aussi? Oui, à la fac, je continue de militer. À la fac, je continue de militer, oui, voilà. Là, c'est les mouvements étudiants. Et oui, et parce qu'en même temps, je vais être aussi à l'UNEF. Et voilà. Vous militez quoi? Hein? Qu'est-ce que vous militez? Pourquoi?
Les revendications étudiantes de l'époque, voilà, contre la sélection à l'université, l'amélioration des bourses. Oui, enfin, et plus généralement la Révolution toujours. Ou pas? Ou là, ça commence à se tasser, justement? Alors là, ça commence à glisser un peu, parce que je fais partie de ceux qui, à un moment donné, au milieu des années 80, vont adhérer au Parti socialiste. Voilà. Vous adhérez au Parti socialiste? Oui. Alors, moi, je vais adhérer au Parti socialiste, mais je vais adhérer dans la tendance de Jean-Pierre Chevènement. Voilà, c'est ça qui voilà. Et après, ma deuxième grande rencontre qui va me former aussi intellectuellement, c'est Jean-Pierre Chevènement. Parce que Jean-Pierre Chevènement, à l'époque, on va quand même le dire, il est à la gauche de la gauche, quand même, Jean-Pierre Chevènement. Alors Jean-Pierre Chevènement, c'est l'artisan du projet socialiste, du rapprochement avec le parti, voilà, exactement. Avec le Parti communiste. C'était ça. Et c'est celui qui, en 83, quitte le gouvernement parce qu'il proteste contre le tournant de la rigueur. Donc c'est ça l'image de Jean-Pierre Chevènement. Voilà. C'est lui que vous rejoignez, en fait. Et c'est lui que je rejoins. Mais vous, en rejoignant Jean-Pierre Chevènement, on renonce quand même à la Révolution. Alors, en réalité, c'est déjà un peu avant où on comprend que l'idée de la Révolution telle qu'on le pensait, elle est caduque. Mais en réalité, on a commencé à comprendre qu'elle était caduque parce que le Portugal n'a pas donné ce qu'on espérait en 75. L'Espagne, après la mort de Franco, ça n'a pas non plus donné ce qu'on espérait. Et puis, il y a aussi l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge. Tout ça est dans un climat où, pour dire vite, l'idée socialiste ou l'idée révolutionnaire est en recul partout. Et donc, est-ce que la réforme et un vrai réformisme n'est pas plus percutant qu'une révolution qui ne marche pas? Lui, vous allez le suivre, Vous allez le suivre, effectivement. Je le suis, mais je le suis toujours. Et vous le suivez toujours, voilà. D'ailleurs, effectivement. Une vraie fidélité. Oui. Et il va vous entraîner à travailler pour la République, justement. Voilà. Mais on ne va pas en parler de cette pièce-là, justement, voir ce que vous allez faire. C'est dans une pièce, votre à nouvelle côté. vie. Oui, c'est une pièce à côté. Oui. Allez, venez avec moi. Allez Didier, dernière pièce. Des surprises derrière chacun de ces écrans. D'accord. Enfin, des surprises. Enfin, quoi que peut-être. On va vous retrouver avec... Tiens, j'ai mis cette photo-là. Vous le reconnaissez, lui? C'est Jacques Berck. Ah oui, bien sûr. Oui, je suis un peu surpris du reste. Eh oui. Oui, Jacques Berck, compagnon, on peut dire, de Jean-Pierre Chevènement, en Exactement. tout cas, un de ses inspirateurs, et qui va... et c'est à partir de Jean-Pierre Chevènement que je vais commencer à m'intéresser aux questions religieuses, Eh oui. et en particulier à l'islam. Dès 1997, en fait, avec Jacques Berck, et puis vous, qui allez un petit peu lui succéder. Jacques Berck, c'est un peu orientaliste. Oui, je le connais un peu avant. Enfin, mais en 97, oui, au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, notre idée, c'est d'essayer de structurer l'organisation de l'islam de France, donc avec l'idée que la France peut être le lieu, et ça c'était l'idée de Jacques Berck, où peut émerger ce qu'il appelait un islam des Lumières. Voilà, la formule islam des Lumières, elle vient de Jacques Berck, elle a été reprise il y a quelques jours par le président de la République, c'est de là que ça vient, et avec en plus la volonté de faire en sorte que les questions sociales, c'est-à-dire la discrimination que peuvent subir par exemple des jeunes issus de l'immigration, ne se mélangent pas avec le sentiment que sur le plan religieux, on empêche les gens de croire comme ils le veulent. Voilà, et c'est tout l'enjeu de la structuration du culte musulman. Et donc ça fait plus de 20 ans que maintenant vous êtes dans les questions religieuses, en fait. Je suis sur les questions de laïcité, de religion, et ça fait maintenant 20 ans. Et c'est à la fois, c'est d'abord grâce à Jean-Pierre Chevènement, et puis c'est aussi la lecture et la rencontre de personnalités comme Jacques Berck. Et donc, peu de temps après, on va vous retrouver là. On va écouter. Monsieur le Président, d'abord, il faut être très clair et très précis dans les termes. Je sais qu'on fait parfois... On a fait cet été une fausse polémique au ministre de l'Intérieur à propos des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur qui reconnaît les témoins de Jéhovah comme ça. C'est l'application des décisions, des arrêts du Conseil d'État. Et comme je vous l'ai indiqué dans mon propos liminaire, nous avons mis 7 ans avant de nous mettre en conformité avec les jurisprudences du Conseil d'État. Donc, je vous le redis, dans cette affaire, nous n'avons pas fait preuve d'un très grand libéralisme. Nous sommes, comme tout fonctionnaire, soumis au contrôle du juge dans nos actes administratifs. Et en l'occurrence, le juge administratif est très clair. Les témoins de Jéhovah ont le droit de bénéficier des avantages des associations
cultuelle. C'est bien vous qu'on a entendu, là, Didier. C'est bien moi qu'on l'a entendu. C'est bien vous qu'on a entendu. Voilà, c'était un moment extrêmement tendu Oui. avec une commission parlementaire. Mais surtout, ce qu'on a entendu, c'est que vous ne faites pas preuve de beaucoup de libéralisme. Vous êtes là, vous vous érigez en défenseur de l'État. Vous endossez complètement ce costume qui est le vôtre désormais. Oui, ça maintenant, je commence à être un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et donc je défends d'une certaine manière ma pratique administrative. Hein, et en l'occurrence, à l'époque, l'orientation qui avait été impulsée par le ministère de l'Intérieur et le Bureau central des cultes en matière de liberté de culte. Et on va vous retrouver là aussi, en 2015. Alors ça, c'est Suite, bien sûr. Oui, alors ça, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes le président. Directeur général. Le directeur général. Voilà, c'est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce poste-là, Oui. il est très difficile, Didier, Oui. parce qu'on entend parler à longueur d'année de choisir son immigration. Il faut choisir son immigration, sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce que Oui, c'est les immigrés Oui. qui chouent. Bien sûr, c'est les immigrés qui nous choisissent. Eh oui. Et c'est aussi en fonction des liens historiques. La première immigration en France, ça reste l'immigration maghrébine, avec Algérie, Maroc, Tunisie. Et puis, dans la demande d'asile, eh bien, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas la France qui a refusé que les Syriens viennent en France. En réalité, les Syriens sont allés d'abord en Allemagne, dans les pays d'Europe du Nord, parce que le chômage y était beaucoup plus bas, parce que quand on parle anglais ou un minimum d'anglais, on peut rentrer dans ce marché du travail, alors qu'en France, si vous ne parlez pas le français, vous ne travaillez pas. En fait, alors Voilà. Aujourd'hui, dans la demande d'asile, c'est les Afghans et les Guinéens. qui n'ont pas de vraie perspective, en fait, pour le coup. Alors, C'est là où le bas blesse. Ce sont des Afghans qui, très souvent, ont été déjà refusés dans d'autres pays européens, qui ne sont pas les plus qualifiés, parce que les plus qualifiés ont été pris dans les pays européens. Et nous, notre particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle un taux de protection des Afghans qui est particulièrement élevé, hein, entre 70 et 80%, c'est-à-dire 8 Afghans sur 10 qui demandent l'asile en France veulent l'obtenir. En Allemagne, c'est moins de 1 sur 2, en Suède, c'est 1 sur 3. Alors qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir, justement. On a une économie qui a du mal qui aura du mal à les absorber. On a une industrie qui n'existe plus comme pouvait exister du temps des industries automobiles. On a aujourd'hui une crise de la construction du logement. Le bâtiment était un des lieux est toujours un des lieux où on peut absorber. Et puis, on l'oublie trop souvent, depuis la chute du mur de Berlin, les migrants du Sud sont en concurrence avec les migrants de l'Est. Et la particularité des migrants de l'Est, hein, ils viennent de pays où les niveaux de formation étaient beaucoup plus élevés. On n'a pas ça en tête, mais par exemple, il y a 500 000 travailleurs détachés à peu près qui viennent tous les ans en France et qui viennent essentiellement des pays de l'Est et qui sont en concurrence sur notre marché du travail avec notre migration traditionnelle qui vient du Sud et qui est moins formée et du coup qui a beaucoup plus de mal à s'intégrer. Ça fait partie des mécanismes récents dans les trajectoires migrantes et d'intégration. Donc il y a du travail là. Hein. Oui, et on va vous retrouver à un endroit aussi rigolo. Allez, je vais dire rigolo. Rigolo. Ouais, je vais dire rigolo. Vous me faites peur. Ah oui. Au garde à vous. Oui, au garde à vous. Didier Leschi. Oui, au garde à vous. Au garde à vous, oui. Là, c'est le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Voilà, vous avez Oui, qui a bien vous surtout. Il y a moi, il y a le préfet de police qui est à côté. Préfet. Oui, et alors là, je suis sous-préfet encore. Là, il y a le préfet de police. Vous allez passer effectivement, vous allez passer par la sous-préfecture. Oui. Et vous êtes préfet aujourd'hui. Oui, voilà. Alors comment ça se fait ça, on est en Seine-Saint-Denis là. En Seine-Saint-Denis. Alors ça, faire d'un haut fonctionnaire préfet, c'est un choix du gouvernement hein, qui choisit parmi les fonctionnaires, et c'est une décision. Oui, mais avant le gouvernement, il y a vous qui avez passé la préfectorale. Qu'est-ce qui vous a pris de passer la préfectorale? Alors, en fait, c'est au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, au ministère de l'Intérieur, où je me dis que, et des camarades qui sont là me disent, c'est la particularité des cabinets ministériels, c'est que ça ne dure pas. Voilà. Et donc, il faut... Tu peux être viré du jour au lendemain. Il faut penser à l'après. Voilà. Et donc, en pensant à l'après, j'ai intégré la fonction publique. En pensant aussi peut-être, dites-moi si je me trompe Didier, à eux aussi. Ah oui, nous pensons aux enfants, voilà, ça c'est les enfants. Voilà.
Voilà, en Hein? pensant aux enfants. Et il faut arriver à se stabiliser parce que eh bien, la fonction publique, ça reste un lieu extrêmement protecteur. Voilà, et on le voit particulièrement en ce moment. Et là, vous êtes avec vos enfants et on Oui. reconnaît le mur de la maison austère d'Héron. Et là, Oui, hein. absolument. Ça, c'est pendant les vacances, oui. Ils viennent souvent. Ils ont une vraie attache à la Corse. Oui, oui, bon, on Oui. vient tous les ans. Tous les ans? Oui. L'été, enfin, il y a une époque où je ne venais pas, mais depuis quelques années, je reviens tous les ans au village. Ouais. Avec les enfants. Oui, ils viennent, oui, ils aiment bien. Dernier écran. Est-ce que ça vous étonnera si le dernier écran, c'est celui-ci? Ah oui. Oui. Et donc ça, c'est un roman. Ouais, enfin, c'est un roman à clé. Vous y êtes quand même souvent dans ce roman. C'est un roman à clé. Et c'est le titre qui m'intéresse. Oui, c'est une citation de Victor Serge. Voilà, rien que notre défaite, voilà. C'est l'expérience. C'est la coupe. Ouais. Hein, c'est l'espérance révolutionnaire qui, à un moment donné, tombe à rade. Et c'est un regret ou pas? Oh, un peu quand même. Quand même, ouais. Mm. Encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça vous émeut presque. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui. Y a rien à ajouter ou pas? Non, il n'y a rien à ajouter, mais moi, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Hein. Même la défaite. Ah non, mais la défaite, c'est un impondérable. Merci, Voilà, vous merci êtes prêtés à vous. au GV d'un côté de moi d'abord. Il y a Ah un ouais, petit voilà. selfie. Allez, on immortalise Allez. tout ça, tous les deux, Voilà. avec un beau sourire. Merci beaucoup Didier. Alors, on peut se toucher la main? Non. Comme juste ça, pas Juste plus. ça. Bon retour chez vous. Je ne sais pas si vous allez passer par Héron avant de rentrer, mais Non, quoi qu'il en peut-être soit. pas, non, c'est un peu loin. À bientôt. À bientôt. Tout simplement. Au revoir. Au revoir.